d'attaquer le marché, hein, pas d'attaquer le pays, ça c'est pas cool. Donc pourquoi j'irais attaquer le marché UK et pas par exemple le marché allemand ou le marché belge par exemple. Il y a plusieurs, facteurs que tu peux regarder. En fait, il y a toutes les données économiques. Est-ce qu'il y a, le PIB? Quel est le PIB dans le pays? Quel est le taux de croissance? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'y installer? Donc, il faut mieux privilégier les marchés dynamiques et stables au niveau économique. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent ouais, mais internationaliser de toute façon maintenant, c'est juste traduire son site, c'est rien de plus. Qu'est-ce que tu as à leur dire déjà pour dire les gars, il y a un sujet? Comment rentrer dans le vif du sujet et m'énerver un petit peu dès le départ? J'ai envie de dire, bah, si vous arrêtez là, vous allez juste diminuer vos chances de réussite et vous allez casser complètement le retour sur investissement. Peut être, on va dire, on va reprendre l'idée du café, parce que tu sais que j'aime beaucoup le café. Soit on va aller chercher des gens qui sont dans l'industrie du café, ou on peut aller chercher des gens qui sont experts en marketing. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Make Sense, le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'internationalisation et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Leslie Berton. Leslie, elle est spécialiste de l'internationalisation des marques, notamment vers les marchés anglophones. Et ensemble, on va vous expliquer comment exporter avec succès votre marque vers de nouveaux pays, vers de nouveaux marchés pour conquérir plus de parts de marché. Salut Leslie, Maxence. je suis hyper heureux de t'avoir dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'internationalisation, un mot qui a plein de syllabes et qui fait peur à pas mal de monde. Toi, tu es notre experte sur le sujet et on va démystifier tout ça. Déjà, pour commencer, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent « Ouais, mais internationaliser, de toute façon, maintenant, c'est juste traduire son site, c'est rien de plus. » Qu'est-ce que tu as à leur dire déjà pour dire « Les gars, il y a un sujet ?» Alors, comment rentrer dans le vif du sujet et m'énerver un petit peu dès le départ? J'ai envie de dire, en fait, c'est toujours la première chose qu'on entend. On va traduire ce qu'on a, on va traduire notre site internet, on va traduire nos supports, marketing ou com, et puis c'est facile maintenant, il y a l'intelligence artificielle, donc il y a des robots qui vont le faire pour nous et tout va bien marcher. J'ai envie de dire, bah, si vous arrêtez là, vous allez juste diminuer vos chances de réussite et vous allez casser complètement le retour sur investissement. Mais vous pouvez essayer, voir ce que ça donne. Donc en fait, on va simplement voir qu'il y a beaucoup plus que ça et que, pour se lancer, il faut aller, chercher beaucoup plus qu'une traduction. Tu as bien posé les choses, on t'a bien énervé là dès le début. Je pense que ça énerve pas mal de personnes quand on parle d'internationalisation et d'adaptation. Donc, pour toi, c'est beaucoup plus que juste traduire des mots, surtout que bon, Google Trad, ça existe depuis des dizaines d'années maintenant, je pense. Et avec l'intelligence artificielle, comme tu dis, on va aller de plus en plus facilement vers des textes qui sont traduits dans une autre langue, mais pas forcément adaptés. On va y venir. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est beaucoup plus que de la traduction, par exemple? Il y a quelques enjeux fondamentaux qu'on va pouvoir traiter pendant cet épisode. C'est quoi déjà les principaux que tu aimerais citer? J'ai envie de dire, la 1re en fait, au-delà de la traduction, c'est la langue et la culture, surtout la culture, la géographie, la culture, et donc aller à l'international, c'est aussi, vouloir s'adapter, au nouveau pays, à la culture et à la manière de faire les choses. Donc et on sait bien que chaque personne a différentes manières de dire les choses et surtout de les recevoir, et que même en anglais, même si on prend de l'anglais britannique ou de l'anglais américain et cetera, vous voyez bien qu'on n'a pas les mêmes, ils ont pas les mêmes, façons de se dire les choses et surtout de les comprendre. On peut, vraiment facilement, mettre à défaut un britannique si on utilise, des façons américaines, finalement. Donc ça, il y a pas que la langue. Il y a aussi l'importance de comprendre comment les gens vont utiliser le produit, par exemple, comment ils vont l'appréhender et quelles utilisations ils vont en faire. Il y a aussi ça, et dans l'internationalisation, pardon, il y a pas que le marketing. Il y a tous les enjeux qui vont avec, notamment, la logistique, les prix, le service client et cetera, mais qui vont impacter la réussite sur le marché.
Ouais, tu as quand même une liste d'éléments qui est assez costaud quand tu y penses. La traduction, c'est un peu la face immergée de l'iceberg, et c'est un peu ce qu'on voit au début en se disant: «Bah, OK, j'ai mon offre, j'ai mes produits». Je le traduis dans un random, anglais, je sais même pas si c'est de l'anglais américain, de l'anglais britannique, so what. Je pose mon site et voilà, le chiffre d'affaires va venir tout seul. Sauf qu'en fait, le marketing, Exactement. c'est pas vraiment ça. Le marketing, c'est mettre une offre sur son marché, mais aussi s'adapter à ce marché. Tu parlais de logistique, de paiement, de service client. Il y a même, alors sur l'anglais, c'est vrai que c'est moins le cas, mais je me souviens d'exemples sur, l'Italie ou l'italien ou l'espagnol, où le service client devait normalement tutoyer les personnes ou même sur les verbatims sur le site. Le tutoiement était de rigueur parce que le vouvoiement était quelque chose de très formel finalement. Là où, en France, on a le vous facile, sur internet. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui sont, Ouais. hyper intéressants, effectivement. La grande question, c'est comment tu vas, tacler ces sujets-là? Comment tu fais déjà cette liste? On va pas faire la liste à l'après-vert, comme tu me le disais dans la préparation de l'épisode, mais, comment tu fais en sorte de ne pas oublier, d'éléments justement? Déjà, il faut se préparer, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas sur un marché comme ça sans préparation. Moi, j'aime travailler sur 2 étapes, en fait, et m'assurer que la première a été faite. Ce que j'appelle le proof of concept. C'est là où on va étudier le marché, on va voir s'il y a une offre, s'il y a vraiment une opportunité pour le produit ou le service tel qu'il est déjà, et à travers différentes actions. Je vais parler pour le marketing, mais il y a différentes actions qu'on peut faire, notamment avec les réseaux sociaux, si le produit ou le service s'y prête, ou aussi, dans ton domaine, les campagnes, Google, les campagnes payantes, et cetera. Voilà, ça permet de tester le marché, assez rapidement, et aussi, pourquoi pas identifier des influenceurs sur le marché. Quand je dis influenceurs, c'est tous les stakeholders, en fait, tous ceux qui vont pouvoir aider à l'introduction au marché, et ça doit être évalué avant l'arrivée sur le marché, en fait. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? C'est vraiment la première partie. Deuxièmement, c'est préparer les équipes en interne. Ça c'est pas comme on n'y va pas, genre, «C'est bon le marketing, vous pouvez y aller, on met en avant le produit». Oui, mais je vais raconter par exemple une anecdote où je travaillais dans les télécommunications, et en fait, ils ont lancé le service en France, mais sur le terrain, ils étaient pas prêts. C'était, un service mobile, et en fait, on a vendu tellement, en un mois, que le service pour envoyer les cartes SIM et cetera en France, en fait, ont été complètement débordés et pouvaient plus suivre. Donc on a dû rétropédaler, arrêter notre marketing pendant quelque temps, le temps que, la logistique soit améliorée, et du coup, bah, une fois que la machine est lancée, c'est pas qu'un rétropédalage, en fait. On doit presque tout recommencer, en termes d'efficacité. Donc c'est vraiment être prêt. C'est être prêt aussi que, par exemple, il y a vraiment dans d'autres domaines, une correspondance entre le commercial et le marketing. On sait tous que déjà, c'est un sujet touchy, mais il faut vraiment que les 2 équipes, les 2 départements soient alignés sur comment on appelle le produit, les dénominations, et cetera. Donc vraiment préparer l'équipe, c'est un gros point. Ensuite, ça va être, quel est notre objectif sur le marché? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et en combien de temps? Donc comme ça, a les o tout le monde, connaît les objectifs, et c'est très important, en fait, de connaître ça. Et il faut savoir que ça prend du temps d'arriver sur un marché. On peut avoir les premiers résultats qui vont être très bons, mais pour perdurer, il va falloir y laisser du temps et pas que faire des actions, court terme. Ouais, tu vas pas juste faire une petite incursion, rafler, quelques jetons sur la table et te dire: «OK, ben, maintenant ça y est, c'est gagné». Tu as peut-être juste un effet, «chance du débutant» entre guillemets au C'est début. ça. Tu fais Et fondre il faut analyser, en fait, ce qu'on voit. ouais. Il faut analyser beaucoup ce qu'on voit, et quand on part avec un produit, j'ai envie de dire, voilà, le produit qui existe dans le pays d'origine, ensuite il va falloir l'adapter au retour, à la culture, mais l'adapter aussi au retour produit. J'ai envie de prendre un exemple, enfin je vous donnerai un exemple un tout petit peu plus tard d'une société qui a su s'adapter, heu, qui est internationale, mais qui est en France aujourd'hui, et qui a su s'adapter très bien, et en fin de compte, ils ont un peu un framework à suivre. Ça fait du teasing pour après, ça donne envie de rester. Super. Et justement, comment
tu choisis un marché, parce que je suppose que tu vas pas juste faire au petit bonheur la chance, en fait, tu as quand même des éléments clés à aller chercher pour te dire: «OK, ben en fait, est-ce que je vais d'abord attaquer» si je suis français, par exemple, pourquoi j'irais attaquer d'abord le UK? On parle d'attaquer le marché, hein, pas d'attaquer le pays, ça c'est pas cool. Donc pourquoi j'irais attaquer le marché UK, et pas, par exemple, le marché allemand ou le marché, belge, par exemple? Comment tu choisis ça? Alors, il y a plusieurs, facteurs que tu peux regarder. En fait, il y a toutes les données économiques. Est-ce qu'il y a, le PIB? Quel est le PIB dans le pays? Quel est le taux de croissance? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'y installer? Donc, il faut mieux privilégier les marchés dynamiques et stables au niveau économique. Ensuite, il va y avoir la taille du marché, en fait. Est-ce que le marché est assez grand? Est-ce qu'il y a assez de possibilités pour pouvoir voilà, y entrer? Et au niveau de la concurrence, il y a aussi de la concurrence, donc quels sont les concurrents, les directs et les indirects? Il faut bien y penser. Et aussi, est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Quelles sont les barrières à l'entrée? Donc ça va être au niveau du marché, au niveau produit, au niveau concurrentiel. Mais attention, et une chose qu'on oublie beaucoup quand c'est par exemple, des marques, anglophones qui viennent en France, hem, RGPD, on va en nommer un, parce que ça, c'est quelque chose qui est, quand il y a pas RGPD dans le condro ou l'équivalent dans le pays d'origine, ça peut faire mal, quand on s'y est pas préparé. Voilà, être au courant et s'y préparer, si on veut vraiment y rentrer et si ça vaut le coup, parce que ça implique des investissements colossaux. Ouais, au final, mieux vaut, arriver bien préparé que de faire des tests, ou en tout cas Oui, d'arriver la fleur au fusil. On va éviter les métaphores guerrières pour la suite, mais éviter de se dire: «Ça va être facile», en fait, c'est ça. et on y va, on teste. Tu as un peu cette notion de MVP qui peut être jouable en se disant: «OK, on va se lancer», mais c'est le meilleur moyen de se prendre quand même les pieds dans le tapis, de perdre pas mal d'argent et de se décrédibiliser dès le début, parce qu'on n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression. Sur un marché, c'est pareil. Si tu prépares pas ça, comme un vrai projet, c'est un projet avec un grand P, quand on suit ton travail, on le découvre, hein, pour te lire souvent sur LinkedIn, on voit quand même que, bah, tu nous l'as déjà teasé en début d'épisode, mais il y a beaucoup d'éléments. Donc c'est un vrai projet, il faut avoir une méthodo, il faut avoir un suivi clair, une équipe si on peut, et si on peut pas, bah, peut-être que ça veut dire qu'on n'est pas assez grand sur son marché d'origine, potentiellement, mais donc il y a encore du taf là-bas. Mais c'est quelque chose qui se réfléchit effectivement, et la notion de choix de marché, c'est déjà la première étape, à ne pas négliger, se dire s'il faut y aller ou pas. Et c'est assez marrant parce que ça me fait penser à un autre élément qui était, se dire: «Mais en fait, si tu choisis une verticale pour un produit ou autre, même sur ton propre marché, quand tu vas te lancer, finalement, tu vas essayer de choisir un marché qui est déjà, en croissance, ou pour lequel la demande est existante ou est en croissance, et pas, par exemple, toujours les références que je cite, mais un des bouquins d'Alex Hormozy sur quelqu'un qui avait, de la vente d'espace publicitaire papier, et qui faisait -25%, mais en fait, il surperformait son marché qui faisait -40 d'une année Oui. sur l'autre. Mais juste, bah, bon gré mal gré, il va jamais réussir à être flamboyant, parce que de toute façon, il y a un marché qui périclite. Donc dans la notion de choix de son marché, de choix de sa niche, de choix de sa verticale, et là, dans le choix du pays où on va aller, bah, c'est des choses, effectivement, à prendre en compte, et les indicateurs que tu as donnés sont déjà des bons démarrages, et un benchmark assez complet avec, comme tu le disais, je reformule, mais les concurrents directs et les indirects qu'on peut parfois, survoler quand on connaît pas, et quand on connaît pas les usages. Tu parles souvent des usages aussi, on aura l'occasion d'y Oui. revenir, je pense. Et peut-être justement sur cette notion-là, parce que, bah, par exemple, si, bon, bah, tu es basé à Londres, on va prendre un exemple très cliché, mais si je veux, exporter, du café, et alors que la majorité des personnes consomment du thé. J'ai aucune idée des chiffres, hein, je dis ça pour le cliché, et j'ai aucune idée qu'en fait le thé peut être un concurrent au café, je caricature. Mais comment tu fais justement pour sentir le terrain quand toi tu es par exemple à Paris, à Lille ou, à Lyon ou que sais-je? Comment tu fais pour avoir la température londonienne sans y être, sans y aller tous les jours, sans vivre le terrain? J'ai envie de dire, il faut s'entourer de personnes qui connaissent le marché, donc soit qui sont sur, votre pays d'origine, mais ils connaissent très bien le marché où vous voulez aller,
soit c'est des acteurs qui sont déjà sur le marché et qui travaillent dans cette industrie ou dans le département où vous voulez attaquer. Par exemple, ça peut être, on va dire, on va reprendre l'idée du café, parce que tu sais que j'aime beaucoup le café. Soit on va aller chercher des gens qui sont dans l'industrie du café, ou on peut aller chercher des gens qui sont experts en marketing, pour, ne pas citer et de dire, voilà, la personne qui est expert en marketing, elle va pouvoir évaluer le marché et cetera et aller identifier la niche, l'étudier et vraiment bien se placer en termes de produits et de messages et cetera. Donc il faut vraiment, s'entourer. Mais il faut pas penser qu'au marketing encore une fois, il faut penser à tout, même les ressources humaines, parce qu'aller s'implanter dans un pays, ça implique souvent d'y avoir une succursale, avec des gens qui y travaillent, donc c'est d'autres règles. Et hem et ce qu'il faut savoir, donc avoir des gens sur place et donner la confiance. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller trouver des personnes, mais il faut leur faire confiance sur leur expertise. Il y a aussi des gens que vous pouvez utiliser sur votre marché de base, enfin de là où vous venez. Hem, Par exemple, prenons l'exemple d'une marque, du Royaume-Uni qui veut s'installer en France. On sait qu'il y a quand même de la diaspora britannique en France, donc pourquoi pas aller chercher, ces personnes clés, disons, qui vont comprendre la culture à la fois britannique et à la fois française pour y vivre et peut vous aider à identifier d'autres personnes clés. Donc voilà, c'est possible et j'ai envie de dire, ne le faites pas seul. Il y a plein d'organisations pour vous aider et notamment toutes les organisations gouvernementales qui aident les sociétés à s'exporter et donc eux, ils vont pouvoir aussi identifier des partenaires, aussi identifier des personnes clés et cetera pour vous aider. Tu as quelques exemples de ces organisations, en question? Alors oui, par exemple, il y a Business France pour la France, donc ça on le connaît. Il y a le UK Trade Investment pour, le Royaume-Uni. Si on vient de Nouvelle-Zélande, il y a, NZTE, donc le New Zealand Trade and Enterprise et il y a des branches à Paris, et pour avoir travaillé avec eux, ils sont, vraiment très experts et apportent un vrai plus sur le marché. Il y a aussi d'autres organisations, hem, en association, donc il y a le Franco-British, Chamber of Commerce. Il y a aussi le Franco-Australian Chamber of Commerce et le French, l'AmCham France pour la partie américaine. Donc je donne des exemples, anglophones qui veulent aller en France, mais en fait, ça fonctionne aussi pour les entreprises françaises qui veulent s'installer dans ces mêmes pays. Ouais, dans les Vraiment, ne le faites pas et tout seul parce que souvent pour les organisations gouvernementales, c'est gratuit en fait d'avoir ces conseils-là. ouais, donc ce serait dommage de ne pas en profiter parce qu'eux, leur bénéfice, c'est justement de créer de la valeur dans leur pays ou d'exporter de la valeur, ailleurs pour, qu'il y ait plus de valeur aussi sur place forcément. C'est du gagnant, gagnant, gagnant. Donc faut en profiter et pas se couper de ça parce que de ce que je comprends et des quelques exemples que j'ai pu vivre par le passé où on a lancé des marchés, quand j'étais CMO, tu sais que c'est assez clé d'avoir plein de faisceaux d'indices parce que tu pourras jamais aussi bien sentir le marché à distance que sur place et donc tu as besoin de personnes qui connaissent, tu as besoin de «démultiplier» entre guillemets les points de contact. C'est un peu paradoxal, la notion d'être focus et de minimiser les interlocuteurs comme on voit parfois, sur des notions de productivité en disant: «OK, bah, je parle qu'à une personne, c'est plus efficace» et cetera. Bah, là, en fait, au contraire, il faut s'ouvrir les chakras. On est vraiment dans un mode découverte. On est plus, comme un étudiant Erasmus qui découvre plein de choses et qui doit, infuser. Sauf que là, on est là pour le business. Mais c'est Oui. pareil, on a besoin de cette infusion, on a besoin d'être une éponge là-dessus et une éponge, elle a besoin de se nourrir de plein de choses finalement. Et j'ai envie de reprendre un concept qu'on dit quand on veut, connaître sa cible finalement et élaborer des offres, soit de produits, soit de services, c'est il faut parler aux gens. Donc plus vous parlez aux gens, plus vous allez connaître votre cible, plus vous pourrez en tirer des données en fait et avoir vraiment une approche, à la fois quantitative mais qualitative aussi. Donc parlez aux gens, en renseignez-vous et d'un, vous aurez un choix avisé, mais de 2, c'est un vrai plus pour votre succès. Et pour le coup, je rebondis quand même sur cette notion d'aller voir des personnes. Tu as quand même toujours ce risque, quand tu vas voir plein de personnes, de tomber sur des gens qui ont des idées vraiment pourries et des gens qui aiment bien parler mais qui sont pas très experts ou qui ont pas,
la connaissance finalement et qui parle sans rien dire. Comment tu fais pour trouver les personnes de confiance? Quels sont les indices, en tout cas, qui peuvent te dire: «OK, bah, en fait, cette personne-là, elle sait de quoi elle parle» ou «Bah, tiens, telle personne, je sens qu'elle est en train de m'enfumer». On tombe presque dans les relations interpersonnelles, mais à ce niveau-là, quand on est dans l'interculturel aussi, je pense que c'est d'autant plus important d'avoir les petits aiguillons. Il y a plusieurs facteurs. C'est, par combien de personnes ils sont recommandés, ces mêmes personnes. Donc, quel est le réseau qui les recommande? C'est pour ça que je dis, utiliser les organisations, par exemple, gouvernementales ou les chambres de commerce, parce que ces organisations, ils peuvent pas se permettre de ne pas recommander des gens fiables. Donc, c'est un moyen de commencer et ensuite, le fait de multiplier, alors on va pas multiplier par 100, mais ne pas s'arrêter à un avis ou 2 avis. C'est aussi, se dire: «Bon, il y a un avis qui est plutôt commun, versus un qui est complètement différent. Ça, c'est un indice. Aussi, l'expérience dans soit l'industrie ou soit, le département, j'ai envie de dire, ça aide aussi à se dire: «Bon, cette personne, elle est là depuis des années». J'ai envie de dire troisièmement, LinkedIn, hein, et les réseaux sociaux, permettent aussi de voir un peu la personnalité de la personne, les retours qu'on peut en faire. Moi, ce que je conseille beaucoup aussi, c'est, Google, Google My Business, les avis et cetera. Même si ça peut être faussé d'un certain côté, on laisse toujours des bons avis à ceux qui ont vraiment aidé, voilà, et on peut identifier assez facilement les faux avis. Donc ça peut être une piste aussi. En fait, c'est un peu comme la recherche de prestataires classiques intramarché, mais c'est juste encore plus compliqué parce que tu es sur des marchés étrangers et donc tu as ce risque d'éloignement, même avec le virtuel, d'être un peu plus déconnecté de la personne et donc de moins savoir. Ce qui est vrai, ça demande une rigueur un peu plus importante, une due diligence pour faire l'anglicisme, on est dans le thème, de tes prestataires. C'est Parce que vrai. pour le coup, effectivement, tu le disais, c'est des projets qui peuvent coûter très cher si c'est mal fait, à la fois en temps, en argent, en casse pour une marque, par exemple. Si une marque se viande sur un lancement, ça peut être assez dramatique, peut-être pas, mais en tout cas, lui poser des soucis si elle veut revenir un jour en force. Donc les coûts sont assez élevés pour en tout cas qu'on s'y arrête et qu'on prenne le temps aussi de choisir les bonnes personnes. Donc il y a du temps, en tout cas de l'énergie pour choisir son marché, du temps et de l'énergie pour choisir son ou ses partenaires, du temps pour les échanges. En temps, ça peut être peut-être un peu réduit si on a une très bonne charge de travail et qu'on arrive à parler à tout le monde Ouais. en quelques jours, mais la charge existe dans tous les cas. Et on peut se dire, ok, bah en fait, temps et la charge pour se lancer sur un marché, c'est énorme. Si tu sais que, par exemple, d'ici un an, tu vas vouloir aller sur un marché, est-ce que finalement, il ne faut pas commencer à rencontrer des personnes assez tôt ou, en fait, si je reformule même, dans la vie d'une marque, est-ce qu'il vaut mieux internationaliser assez tôt ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir déjà une bonne maturité sur ton marché primaire, par exemple? Alors, ça va dépendre de 2 facteurs. Un, la solidité économique de la société, hem, avec le budget que tu peux, allouer à cette internationalisation, et aussi, l'aversion au risque de la direction. Donc est-ce que je suis capable de prendre des risques tôt ou pas? Donc le mélange des 2 va faire que ça sera en fonction des personnes aussi. On reste sur un critère, finalement, la décision, on peut préparer l'arrivée sur un nouveau marché, mais la décision finale, elle est humaine. Quelle est l'équipe, en tout cas, qui la prend? Et quelle est la version au risque de cette entreprise et de la culture d'entreprise aussi face au risque. Il y a aussi plusieurs choses, quand on va s'internationaliser et que ça fait un moment qu'on est dans le pays d'origine, ça aide aussi à capitaliser sur ce qu'on a fait, sur nos réussites, sur nos erreurs et cetera. C'est pour ça qu'on part pas non plus totalement de zéro quand on va sur un nouveau marché. On peut toujours s'appuyer sur ce qu'on a déjà fait et sur les tests et cetera, et même si c'est avoir un process de test et se dire: «Voilà, on est habitué à tester, donc on a une certaine procédure et on sait gérer», ou «On a fait telle réussite, on peut essayer cet angle-là ou un autre angle» et cetera. Donc on part pas de rien et c'est ça qui est aussi très intéressant dans l'internationalisation, et ce que j'adore aussi, c'est à la fois du marketing comme on pourrait le faire sur un marché interne, mais il y a cette excitation de se dire: «Est-ce que ce qui a été fait avant dans une culture et un pays différent, fonctionne de la même manière?» Et du coup, c'est très intéressant à adapter. Donc, je dirais ça, ça dépend, voilà, ça dépend de 2 choses. C'est,
l'aversion au risque et le budget que vous pouvez allouer à ce risque, en fait. Parce que comme on l'a dit, c'est quand même assez coûteux et en termes de budget, tu as aussi le fait que ça va monopoliser des personnes chez toi, donc il faut que tu arrives à assumer la charge de ces «salaires» entre guillemets ou de ces prestataires qui sont Exactement. encore non rentables ou qui seront rentables plus tard donc effectivement, peut-être quelques, «inconvénients» entre guillemets à attendre, c'est, que plus tu attends, plus un marché risque d'être saturé et plus c'est difficile de rentrer. J'ai pas d'exemple en tête là malheureusement. C'est sûr que si, par exemple, on va prendre, il y a quelques années, Apple avec son iPhone, pour prendre un exemple que tout le monde, va connaître. C'est un exemple où là, il fallait y aller partout, en fait. Parce que, c'est un marché qui est devenu mature assez vite et en étant leader, en plus, sur le marché, voilà, on a souvent les suiveurs qui vont vous copier et qui vont essayer d'aller chercher ce que vous n'êtes pas allé chercher. Voilà, c'est pour ça que ça dépend beaucoup aussi de la situation du marché, comme tu dis, la maturité, la présence du produit ou pas. Mais il faut penser, par exemple, que Apple, sans parler d'internationalisation, avait lancé une première fois, si je me trompe pas, c'est l'iPad et ils ont reculé. Ils ont rétropédalé et ils se sont dit: «Non, c'est pas le moment sur le marché». Ils s'y sont allés plus tard et là, ils ont internationalisé. Des fois, on peut se tromper. Voilà, on peut se tromper, et on espère juste que le fait de se tromper va pas être catastrophique pour la suite. Ouais, tu as plusieurs façons de se tromper aussi, je pense là, dans l'exemple, effectivement, peut-être que le produit était pas, au niveau du marché ou le marché n'était pas prêt pour le produit, dans le cas, par exemple, de l'iPad. À l'inverse, je pense que on l'a évoqué plusieurs fois en filigrane, mais, y aller en se mettant en danger, par exemple, en faisant de la sous-qualité, en se disant: «Bah, tant pis, les délais de livraison, j'annonce 24 heures et en fait, je livre les clients en 7 jours», je caricature et puis tant pis pour le packaging, en fait, ça part de France et ça arrive, là-bas et c'est complètement, cassé et tant pis, je ferai des SAV et cetera. Bah, en fait, tu vas créer un historique négatif sur ta marque, tu vas créer des historiques négatifs d'avis sur le web, de clients qui vont faire du bouche à oreille négatif. On voit de plus en plus sur certaines marques et donc tu vas te mettre des bâtons dans les roues sur le lancement et foirer un lancement comme ça, je pense que c'est assez dramatique et ça veut dire que si tu sais pas expédier, par exemple, déjà en France, si tu sais que tu as un problème de packaging et donc que tes produits ont tendance à arriver cassés sur le marché national, il faut peut-être pas commencer à les envoyer, à droite à gauche où le risque il est démultiplié en tout cas. Et c'est là qu'en fait, il va y avoir 2 aspects en fait dans les tests. Il va y avoir, on va dire, les tests parce qu'on n'est pas assez préparé et clairement, voilà, on aurait pu, attendre un petit peu dans le sens de la logistique et cetera et il y a le test, se tromper, c'est aussi apprendre. Donc y aller, on a besoin d'y aller pour savoir, en fait. On peut être très préparé et finalement, le produit ou le service rencontre pas la cible telle qu'il est, donc il faut réadapter et cetera. Mais le manque de préparation sera, on va dire, plus catastrophique que, juste, le fait d'y être allé, d'avoir testé et de se dire: «Bon, voilà ce qu'on a besoin de changer et voilà ce qu'on a besoin d'apprendre». Parce que quand on n'est pas préparé et que ça marche pas, on se dit juste: «On aurait dû se préparer». Est-ce qu'on a appris quelque chose finalement? Parce que c'est ce qu'on savait déjà. Dans le sens où quand on y va et on s'est bien préparé au départ et on sait dans quoi on met les pieds, mais que ça rencontre pas le succès, auquel on s'attendait, on peut tirer des raisons et se dire: «Bah, voilà, on apprend ça sur le marché» et donc ça va être bénéfique. C'est un peu la différence entre, bah, s'inscrire à un marathon et le courir sans, réfléchir versus, bah, se préparer et la préparation la plus ultime du monde exclut pas le fait que, bah, oui, tu te fais une entorse après avoir couru 1 kilomètre dans la course. Bon, bah, OK, tu sais que la prochaine fois, peut-être, tu dois t'échauffer un peu plus les articulations pour éviter l'entorse. Tu dois éviter de courir sur des gros cailloux, qui qui te foirent la cheville. Mais au moins, toute la préparation amont, c'est pas perdu. C'est quelque chose sur lequel tu peux te reposer à nouveau quand tu vas repartir et tu sais: «OK, bah, en fait, hormis ça, j'étais plutôt bien, donc j'y retourne et j'y vais en confiance». Alors que bon, si tu t'es pas préparé du tout, tu cours, au bout d'1 kilomètre, tu es essoufflé. Bon, bah, là, le seul learning que tu as, c'est: «Ouais, j'aurais dû m'entraîner avant, en fait». Voilà, je fais une Oui. métaphore, un peu caricaturale, mais C'est ça. ça pose C'est y aller non préparé. J'aime bien le marathon parce que j'en ai couru aussi et donc c'est y aller et non préparé et se blesser tellement qu'on pourra pas recommencer
ou mais avec la préparation, c'est bien préparé et donc du coup, on pourra le recourir ce marathon. Et la meilleure préparation du monde, effectivement, exclut pas, tu vois, on parlait marathon, on va faire juste le mini aparté, mais moi, j'en ai couru un et en fait, j'avais la rotule un peu désaxée. Bah, OK, je m'en suis rendu compte au bout de 30 kilomètres, peut-être un peu tard. Bon, bah, OK, j'ai pris un anti-inflammatoire que j'avais dans ma ceinture et j'ai fini quand même. Je sais que la prochaine fois, je devrais peut-être faire un peu gaffe et peut-être faire un petit check-up avant. OK, bah, j'ai appris et j'y retourne plus préparé ou alors, en tout cas, j'ai posé quelque chose sur lequel, OK, il y a une base saine. Je me suis quand même posé sur le marché. J'ai fini, le «marathon» entre guillemets, mais j'ai pas fini, la course de la vie. Mais je sais que pour la prochaine fois, bah, OK, peut-être je dois retravailler, le packaging de ma «rotule» entre guillemets, parce que, bah, je sais qu'elle arrive, abîmée. Autre exemple. Mais le produit est bien, le service client est bien, donc tout le reste est OK et ça compense et ça me permet de mettre le pied à l'étrier. C'est juste un trou dans la raquette qu'il y avait à un moment. En fait, C'est du ça, sport, exactement. métaphore. Je Ouais. j'aime beaucoup l'analogie du trou dans la raquette. On va pas se lancer sur un marché avec un trou dans la raquette au départ. Voilà, surtout si on le sait. Donc et là, c'est très visible. C'est intéressant parce que on connaît souvent ses faiblesses sur le marché national, dans tous les cas, même si on ne veut pas se les avouer finalement. Si on sait que notre produit a une durée de vie très limitée, si on sait que bah, notre produit il a des difficultés d'usage parce que le mode d'emploi n'est pas clair, je donne des exemples un peu farfelus, bah, on sait que c'est des problèmes qu'on va se traîner à l'international. C'est des problèmes qui vont traverser la Manche, c'est des problèmes qui vont traverser l'Atlantique. Donc en fait, il faut aussi être réaliste. Et là, on sort un peu de la partie internationalisation, c'est la connaissance de son business et la réalité de son business actuel, c'est de se dire les problèmes actuels qu'on connaît déjà, ils vont pas s'effacer juste parce que c'est un autre métier. Au contraire, ils vont peut-être être exacerbés justement. Et donc ça, au-delà des trous, enfin les trous dans la raquette, il faut éviter de les avoir. Mais s'ils existent, il faut accepter de les regarder aussi sur le marché national finalement. Oui et en même temps, si vraiment il y a des gros soucis sur le marché, ou alors des choses à on va dire pas des soucis, des gros soucis, mais des choses qu'on pourrait déjà améliorer sur le marché d'origine, c'est au contraire, est-ce qu'on prend pas, cette opportunité de penser à l'international pour se dire, comment on va les régler sur le marché sur un autre marché? Par exemple, si on produit sur le marché et qu'on a une durée de vie limitée pour envoyer le produit, voilà, la durée pour envoyer le produit est très courte. Bah, j'ai envie de dire, il faut peut-être mieux, produire sur le marché, là où on se lance. Si aller sur un autre marché va augmenter, les besoins. Oui, parce que Donc c'est vrai que tu as certaines verticales où effectivement l'export entre guillemets est compliqué et donc tu as besoin de créer les moyens de production sur place. On pense notamment à certaines choses industrielles, mais on avait déjà discuté ensemble d'exemples plus agroalimentaires, entre guillemets, où tu peux pas te permettre de shipper les produits parce que tu as des durées de vie limitées. Donc ça demande d'autres logistiques, d'autres mécanismes aussi, d'autres niveaux de projet quand même aussi, entre guillemets, du shipment, même si on avait déjà dit que la logistique, le paiement, etc., c'était compliqué. Quand tu as les moyens de production qui sont impliqués, effectivement, ça devient un projet avec un très très grand P au début. c'est ça et surtout le budget, à allouer, en fait, pour ce projet-là. On revient Sur à quand est-ce le qu'il faut coût se du ship. lancer? Bah, il faut se lancer aussi quand, on sait qu'on aura les reins solides pour pouvoir aller sur un autre marché, quitte à ce q et si ça prend plus de temps à trouver son public, au moins, on a le budget pour. Parce qu'il y a aussi l'effet de: «J'y vais et en fait, j'ai alloué un budget, ça rencontre pas le succès que je voulais aussi vite que je le voulais, je repars parce que j'ai pas les reins solides pour rester, alors qu'il manquait ça». C'est comme l'image, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu cette image de quelqu'un qui, est dans une mine de diamants et qui arrive à ça du diamant et en fait, abandonne alors que, il a creusé pendant des heures et il manque Pas juste ça. grand-chose. Voilà. Donc Ouais, c'est un peu le «this is pointless», mais en fait, juste parce que tu pas été, tu pas donné le dernier coup de pioche, tu pas fait la dernière vente qui te permettait d'avoir assez d'avis clients pour être crédible sur le marché, et cetera, et cetera. c'est ça. Et pour le coup, et c'est un warning peut-être à mettre en avant, c'est qu'un take-off sur un nouveau marché, ça prend du temps. Moi, je le vois sur la partie campagne pub quand on attaque un marché. Tu as du temps, en fait, au début, avant que la sauce «prenne» entre guillemets. Tu as besoin que tes campagnes, soient en apprentissage et sortes d'apprentissage pour trouver le segment qui va bien sur ce marché. Si parfois tu mets les campagnes, paid, très tôt, bah, tu pas aidé par les avis clients parce que tu as pas cette preuve sociale. Tu as,
un taux de conversion qui, du coup, est beaucoup plus faible que sur un marché où la marque est déjà mature. Tu n'as pas tout ce qui est relations presse, et cetera, qui a déjà fait du travail sur les années ou des blogueurs qui ont fait des articles sur toi, et cetera. Et en fait, tu vois que cette phase de take-off, elle est plus ou moins longue en fonction aussi de comment ça prend. Mais il faut être prêt à surpayer au début et à accepter cette surdépense au détriment des points de marge, au détriment de la rentabilité, au détriment de plein de choses. Et comme tu dis, il faut avoir les reins assez solides pour tenir suffisamment longtemps jusqu'à ce que ça marche et que ça prenne et qu'on arrive à générer du profit sur le marché. On n'y va pas juste pour se faire plaisir non plus. C'est pas du profit day one. Enfin, tu as sûrement quelques exemples de profit ou assez rapide sur un marché, etc. Mais si tu veux bien t'implanter, si tu veux bien gérer un mix média sur un pays, nous on le voit, tu mets du temps avant de le poser parce que aussi tu vas itérer sur les bons canaux, sur la façon de faire. Tu sais que dans tel ou tel pays, il y a une prépondérance peut-être un peu plus importante de certains leviers marketing. Tu vois, typiquement, si on prend un exemple France-UK en comparatif, Bing, étonnamment, a 6 points de part de marché en plus au UK qu'en France. C'est bon à savoir. Ça, on approche les 15%, si je ne dis pas de bêtises. Ma stat doit être de 2023. Si tu le sais pas et que tu te dis, OK, en fait, Bing, on s'en fout. En fait, au UK, ça te permet d'aller adresser 6% de plus que tu ne peux pas adresser via un Google, par exemple, qui du coup a 6 points de moins. Donc, c'est des choses à voir et à itérer au fil de l'eau. C'est un challenge permanent sur les premiers mois pour comprendre comment ça marche. Il faut tenir assez longtemps pour que ça prenne, comme tu disais. Oui, et j'ai envie de dire que les organisations, dont je parlais, un peu plus tôt, donc ces organisations qui aident les sociétés à s'exporter dans un sens ou dans l'autre, généralement, ils disent: «Il faut 3 ans pour un marché, pour évaluer vraiment si ça marche et et c'est vrai que la première année, souvent, on met tout en place et on n'a pas le temps d'apprendre, en fait, parce que on met vraiment tout en place. Donc le temps de mettre tout en place, c'est à partir de la première année où finalement, on va apprendre de ce qu'on a mis en place la première année et donc c'est là qu'on va faire des changements et finalement, peut-être qu'on va capitaliser sur tout ça la troisième année. Donc il faut vraiment, se dire que ça peut marcher du jour au lendemain, mais c'est comme tout, en fait. Quand ça marche du jour au lendemain, c'est peut-être une entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises. Ça, c'est le beau qu'on veut vous montrer, mais en fait, la majorité va prendre un peu plus de temps. Même au sein en France, par exemple, mais la vie d'une boîte, tu vois qu'il y a une mortalité, entre guillemets, des boîtes hyper importante sur les 2 premières années, moins ensuite et au bout de la troisième année, entre guillemets, tu es plus ou moins safe. Tu as passé le plus dur et c'est un peu la même chose sur un autre marché en termes de date quand je t'écoute. Donc c'est assez marrant, ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion de se poser quelque part, de s'installer, de poser ses bases, ses fondations sur lesquelles on va pouvoir durer et ça, c'est pas que de la patience, je pense. Il faut de la patience, mais il faut aussi tenir le rythme sur ces 3 ans. C'est pas 3 ans où tu fais un effort au début, tu te poses et ça va finir par marcher. Non, c'est 3 ans où tu vas itérer, corriger, challenger, modifier et travailler sur le projet. C'est Exactement. intense finalement ces 3 années-là. Il faut être résilient, il faut être résilient, voilà. On parle beaucoup de résilience en matière de développement personnel, mais le développement d'une entreprise, c'est pareil. Il faut être résilient, voilà, il faut trouver les bons angles d'attaque, il faut pouvoir, être assez réactif et tester, pas mal de choses et j'avoue que parfois c'est un peu, quand on est dans une société qui, s'est exportée sur plusieurs marchés en plus, on a toujours ce point de comparaison aussi. Ça apporte énormément de points positifs d'avoir un marché d'origine, mais des fois aussi ça apporte la comparaison entre les 2 marchés et est-ce que ce marché va plus vite que l'autre ou, quels sont les moyens mis sur un marché versus un autre et cetera et c'est vrai que ça peut créer une sorte de comparaison et de confusion, même entre les équipes. Souvent dans les entreprises, quand on commence à devenir assez gros pour avoir plusieurs marchés, il va y avoir une équipe pour un marché, une équipe pour un autre et mine de rien, les équipes se comparent. Hem, donc il faut aussi, garder en tête de dire en interne: «Attention, on est sur 2 marchés différents, peut-être on a appris du premier marché, donc on veut pas faire les mêmes erreurs». Mais en même temps, il faut laisser la place à ce nouveau marché d'exister et de se construire aussi. On en revient à la résilience et la patience. Ouais et c'est intéressant ce que tu dis sur la comparaison. J'ai un bon exemple, où j'étais en management de transition et tu avais plusieurs marchés justement. L'équipe média, comparait les croissances et les chiffres d'affaires de ces pays
alors que tu jamais à isoscope, tu jamais à isopérimètre, mais c'était bon enfant, évidemment. Tu as des gens qui peuvent le faire sérieusement, je pense. Là, c'est bon enfant parce que bah, tu as juste des effets de marché qui sont différents, des saisonnalités qui peuvent être différentes, etc. Tu peux avoir cette notion de compétition et en fait, si tu compares le chiffre d'affaires que tu as fait en janvier en France où tu as les soldes et que tu le compares avec le UK où bah, tu vas plutôt avoir une forte dernière semaine de décembre parce que tu auras Boxing Day, etc. Et donc ta première semaine de solde, entre guillemets, elle est décalée à ce niveau-là. En fait, tu compares des choux et des carottes, ça ne veut strictement rien dire. Il faut être à isopérimètre, en fait. Je vais prendre j'avais un même exemple dans le même sujet. Si on prend la Nouvelle-Zélande, nous, août en France, au Royaume-Uni d'ailleurs, c'est plus calme. Voilà, en général, hein, mais en grande générale, voilà, Tu peux faire la vraiment caricature de tout le généralise. monde est en Voilà, congé en août, ça voilà, viendra pas de tous voilà. les clichés. Alors qu'en Nouvelle-Zélande, c'est l'hiver. Donc c'est pas un creux, dans l'économie, c'est pas du tout les mêmes effets de saisonnalité et du coup, dans le manque d'adaptabilité, on est aussi là. On va mettre des objectifs, super élevés pour août en France. Non, il faut éviter. Parce que d'1, ça va pas marcher, de 2, vous allez aussi démotiver les équipes derrière. Oui, c'est vrai que c'est une compréhension aussi dans l'autre sens, effectivement. Et au niveau des équipes, ça peut faire des choses où tu leur mets des objectifs inatteignables parce qu'ils ne tiennent pas compte de la réalité du marché. Mais ça, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, dans ce contexte-là, on l'a dit, il faut de la résilience, il faut du temps, il faut de l'itération, il y a beaucoup de travail là-dessus. Si en plus tu viens rajouter de la démotivation d'équipe, parce que ce qui va permettre d'être carburant tout ça, oui, tu as l'argent qui va te permettre de financer le projet sur la durée. Oui, tu as les ventes qui vont finir par rassurer les personnes au fil de l'eau, que tu arrives à faire de la croissance au mois le mois, etc. Mais la motivation des équipes, c'est aussi un autre challenge, pour le coup, qu'il faut garder. Il ne faut pas que les équipes s'essoufflent, il ne faut pas qu'il y ait de démotivation, il ne faut pas perdre cette énergie, justement. On en demande beaucoup de l'énergie hein, dans ce genre de projet. Il faut être sûr, au contraire, de la nourrir et de récompenser le travail accompli et pas mettre des expectations trop hautes. On va refaire des anglicismes. Je pense que tu as déjà vu des cas similaires, mais moi, j'ai déjà vu un business plan qui était préparé pour une internationalisation. Le business plan était complètement décorrélé de la réalité, exprès, c'était volontaire, pour se dire, on se met un objectif hyper challengeant, sauf qu'en fait, ça crée de la démotivation derrière. Et donc, le gros warning qui avait été mis, c'est de dire, attendez, au contraire, il faut avoir des petites victoires sur ce genre de projet. Il faut célébrer pour que ça tienne. Et pas faire justement ce côté, non, mais on vise 10 millions par mois, alors que bah, la réalité, ça va être que si on fait déjà un premier million dans le pays sur 6 mois, ça va être déjà très beau. Ouais, c'est ça et je suis pour, hein, les objectifs, voilà, un peu plus au-dessus que atteignables et la motivation et l'envie d'y aller, le challenge parce que, des équipes qui vont à l'internationalisation, souvent c'est des profils et des personnalités qui ont envie d'aller chercher le défi et voilà et donc ils sont habitués, j'ai envie de dire, à ça. En tout cas pour les équipes auxquelles j'ai fait face, c'est vraiment des équipes, avec un profil assez particulier on va dire un goût pour le challenge et pour être défié tout le temps. Par contre, il y a un besoin pour des petites réussites et voir, et on va dire les étapes intermédiaires et il faut aussi être félicité de la même manière parce que même si je dis que le café, c'est la motivation dans une tasse, ça suffit pas toujours pour être motivé. Même si on vous donne, 5 cafés par jour, c'est pas ça qui va faire le travail. Ouais, c'est clair. Tu as un point, alors ça vient du monde du développement personnel, c'est probablement pas vrai du tout en business, mais pourquoi pas, ça peut peut-être aider certaines personnes, mais tu as un concept qui avait été popularisé par Mihail, je ne sais plus comment, ça va pas aider, mais c'est un nom imbuvable, qui était sur le challenge skill balance. Et en fait, ça disait qu'il faut que pour que tu sois challengé, il faut que l'objectif soit 5% au-dessus de ce qui est facile. Donc, c'est-à-dire que dans l'exemple de tout à l'heure, bah, ok, au lieu de. Si la réalité te dit, bah non, tu vas faire 1 million par mois au début, ok, bah en fait, tu fais ça fois 5%, et c'est censé être assez ambitieux. Alors, en parlant de développement personnel, là, en termes business, 1 million, tu rajoutes 5%, ça paraît pas beaucoup, pour le coup. C'est peut-être un peu mineur, mais tu as ce concept où le
la différence entre l'objectif facile et l'objectif à atteindre crée cette énergie, alors qu'au-delà, ça va créer de la démotivation parce que tu dis: «C'est impossible dans tous les cas». C'est ça Heu, et du ouais. coup, on va en c'est tr pour moi, c'est très vrai. Alors je sais pas si c'est 5 en business ou si c'est un peu plus ou un peu moins suivant les objectifs. Je pense qu'il y a des paliers en plus, en termes d'objectifs et cetera, mais c'est vrai qu'il faut créer ce défi et parce qu'en plus on connaît pas, forcément le marché sur le bout des doigts, hem, il faut aussi pouvoir s'adapter et se dire: «Peut-être que l'objectif de départ c'est 1 million, mais en cours de route, on peut se dire, OK, pour remotiver ou pour se dire voilà, une réussite, ça serait peut-être, heu, 1 100 000 ou à l'inverse 900 000 et voilà et adapter en fonction, voilà. Le 1 million ça reste, on va dire bougeable, Ouais, tu si je peux peux avoir une m'exprimer espèce comme de ça. high, mid, low, avec OK, bah, on fait la réalité, c'est le mid. On sait qu'on peut faire un peu moins parce que on prévoit ou on anticipe des difficultés qu'on n'avait pas vues, les fameux trous dans la raquette et cetera et un high, c'est le truc: «OK, bah, si on fait ça, les gars, big party, Voilà, on est les rois du monde, on y arrive» et ça booste tout le monde et ça donne un peu une étoile du Nord, supplémentaire à attendre. c'est ça. On on tombe un peu dans les cas de management, mais peut-être pour revenir à quelque chose d'un peu plus concret, tu nous disais tout à l'heure et on va peut-être enfin le savoir, heu, l'exemple concret d'une belle marque qui aurait réussi à bien se développer sur l'international avec, ses facteurs clés de succès, comment ça s'est passé et comment qu'est-ce qui fait la différence entre cette marque-là qui a réussi à faire les choses et bah, les marques qui n'y arrivent pas pour le coup, pour, un peu s'inspirer de bons exemples? Alors, la marque, c'est Revolut. Heu, Tout le monde connaît Revolut, en tout cas entre Royaume-Uni, parce que ça a été créé au Royaume-Uni et c'est en France. C'est une belle histoire d'internationalisation. Ils sont aujourd'hui dans 40 pays, hem et de ça, ils ont créé 5 piliers, en fait, pour s'internationaliser. C'est-à-dire qu'elle doit s'inscrire dans, la stratégie locale doit s'inscrire dans une stratégie globale et ne pas être complètement différente ou complètement à côté. Et tout le monde doit tout le monde, même en local, doit bien connaître la stratégie globale et comment ça s'englobe, en fait. Donc c'est très important. L'expertise locale, on en parlait, s'appuyer sur des experts du marché, hem et leur faire confiance sur leur expertise. On joue bien sûr, on est en finance, donc il faut jouer sur la réglementation locale, mais il y a pas qu'en finance, en fait. Par exemple, je parlais d'un sujet qui m'est cher aussi, c'est RGPD, hem parce que dans beaucoup de pays anglophones, il y a pas RGPD et que quand on arrive, dans les pays européens, souvent, voilà, il peut y avoir un effet de surprise si on n'y est pas préparé. Voilà, pour eux, en termes de réglementation, rien ne doit surprendre. On doit pouvoir être au courant et s'y être adapté avant même d'entrer sur le pays. Il faut adapter le produit. Alors certes, on peut rentrer avec un MVP, Most Valuable Product, c'est-à-dire qu'on est sur un produit, voilà, presque prêt, pour le traduire un petit peu et on va l'adapter aux besoins du marché local ensuite. Par exemple, pour Revolut et la France, c'est le seul pays à avoir un IBAN, français. Chez Revolut. Sinon, ils l'ont créé en Lituanie, et donc mais la France a un IBAN français parce que ça posait problème en France. Donc ils ont instauré, en termes de date, je crois que c'est 2020, où ils ont instauré, l'IBAN français. Mais c'est suite voilà, à la connaissance du marché français. Ils ont dit: «On a besoin d'un IBAN français, sinon ça posera problème aux utilisateurs». Parce Hem, qu'on a un marché compliqué et il faut forcément faire, différemment voilà. des autres, probablement. Mais c'est vrai qu'en France, tu as quand même beaucoup de réglementations sur leur verticale où tu dois déclarer tes comptes à l'étranger et cetera donc pas si évident mais il faut Mais ils ouais, ont su s'adapter. bien Donc joué. et il faut développer et faire croître l'entreprise. Donc comment ça se passe en fait? C'est, adapter son offre complètement au marché. Donc on retombe sur l'IBAN, voilà, on a adapté. Il y a aussi des fonctionnalités qui sont, vraiment spécifiques au marché où ils sont. Mais c'est une belle recherche à faire pour ceux qui veulent comprendre les stratégies d'internationalisation. C'est un bel exemple et à chaque fois que je travaille avec une nouvelle entreprise, je garde ces principes-là pour dire où est-ce qu'ils en sont,
où est-ce que l'entreprise, est dans cette démarche et où est-ce qu'il faut intervenir le plus? Ouais, ce que je trouve génial dans leur, vision de l'international, en fait, comment l'international s'intègre dans la stratégie d'entreprise au global. Parce que c'est vrai qu'on est resté très, au niveau de l'internationalisation en tant que telle, mais ça s'inscrit dans la stratégie de la boîte. Si la boîte se lève pas un matin, en tout cas les patrons de la boîte ou les responsables se lèvent pas un matin en disant: «Tiens, pourquoi pas l'international?» finalement, ça s'intègre dans une stratégie globale et eux, pour le coup, ils ont posé la volonté, la vision qu'il y avait là-dessus, qui est de dire: «OK, bah, en fait, on fait pas ça juste pour pouvoir dire on est dans 40 pays et c'est génial et c'est de la street credibility et c'est parfait». À mon avis, en banque, tu as d'autres moyens d'aller chercher de la street cred. Hem, Ils ont dit: «Non, OK, nous, on va, mailler le territoire sur 40 pays pour aller croître et faire grandir la boîte», ce qui est l'objectif de tout le monde, mais au moins c'est posé et on sait pourquoi on y va et ensuite on décline pourquoi, enfin, on a le pourquoi, on va décliner comment on y va et ainsi de suite et c'est une démarche qui est hyper structurée, je trouve. C'est smart finalement ça m'étonne pas de la part de Revolut qui a quand même dominé assez vite, le marché là-dessus, en tout cas qui a su, imposer sa patte là-dessus et se dire: «OK, bah, en fait, tout est réfléchi, tout est millimétré» et c'est pas juste: «OK, bah, en fait, ils ont dit: "On doit faire 40 pays", on y va et on fait, les bulldozers dans, 80 pays et on se dit: "On finira bien par tenir dans 40 pays". Pas du tout, j'ai l'impression et c'est une belle leçon aussi pour ceux qui se disent: «Bah, non, mais on va tester plein de pays en même temps, et so what, on verra bien». Non, là, il y a une vraie démarche, heu, assez calibrée pour le coup et c'est une belle leçon d'international effectivement. Il y a aussi une autre question, en termes d'internationalisation, hem, c'est est-ce que en marketing, est-ce que, on applique une stratégie, globale ou une stratégie, régionale en marketing? Il y a 2 stratégies on va dire qui coexistent et et si on prend par exemple l'exemple Nespresso, on connaît tous Nespresso, hein, what else? Hem et ben, en fait, ils font les 2. On a, par exemple, des stratégies marketing, qui sont globales. On pense à la pub avec George Clooney, et on a aussi ce côté, régional, donc les pubs avec George Clooney et Jean Dujardin. Alors Jean Dujardin, on va dire qu'il est un peu international avec son Oscar, mais quand même, ça rappelle la France et pour comparer au UK, ou au Royaume-Uni, il y a des saveurs qui existent dans chaque pays qu'on retrouvera pas dans un autre. Donc il y a des saveurs communes, mais il y a des saveurs qui existent dans chaque marché et finalement, en termes de marketing aussi, on va retrouver cette subtilité-là, où il va y avoir des campagnes globales et des campagnes très locales. Tu gardes l'identité de base de ta marque, mais tu viens quand même montrer patte blanche sur le marché pour t'adapter et c'est que c'est vecteur de performance aussi, sinon les marques le feraient pas, je pense. L'adaptation, enfin, en tout cas la localisation, c'est quand même un coût aussi à chaque fois. Ça te permet de montrer au territoire: «OK, on n'est pas une marque, venue de je ne sais où qui impose ses codes. On s'adapte, on se fond dans le territoire» entre guillemets. Je pense que c'est comme partout, si on va trop en force, en fait, ça marchera jamais. Il faut pouvoir se dire: «On s'adapte aussi à vous, en termes d'entreprise, en termes de marque» et quoi de mieux que de proposer des services ou des produits, qui s'adaptent. On sait aussi que le Coca-Cola, il a pas le même goût partout, parce qu'il s'adapte aux produits, au marché et au goût. Donc c'est aussi ça, il y a la culture aussi. On retrouve cet élément culturel, voilà. Ce n'est pas que de la Sur le traduction. coca, je pense que tu l'as appris à pas mal de monde ici. Il y a un mythe qui s'effondre, C'est chez vrai à les ce point-là? auditeurs là-dessus, je pense. Ah oui? Vraiment? On va avoir déjà eu ce Pourtant, genre c'est de dit. débat, oui. C'est, On devrait alors, la prochaine fois, on organisera un test de plusieurs voilà. Coca-Cola. Si vous êtes fan de Coca-Cola et il y a aussi le cas avec les Kit Kat, si je dis pas de bêtises. Si vous êtes fan de ces marques-là, essayez dès que vous êtes à l'étranger, c'est assez marrant. C'est là où tu vois la puissance d'une marque et que finalement le comment ils délivrent le produit ou le service peut être différent parce qu'ils s'adaptent. Mais, Exactement. on en vient quand même à des points de, localisation assez forts là-dessus, ou en tout cas des points de friction quand tu vas faire de l'international. Tu as beaucoup de challenges, on en a évoqué pas mal là depuis le début. Si tu devais résumer un peu les grosses difficultés que rencontrent généralement des Français qui s'exportent,
Je suppose que en bon français, Alors, nos propres difficultés qui sont assez communes. Ce serait quoi pour toi? les grosses difficultés, j'ai envie de dire, attention au droit au but, où, voilà, on met pas de gants et on dit ce qu'on pense et notre marketing peut être, assez direct. Alors pas on parle pas de marketing direct ici, je parle de mots, Oui. voilà, du vocabulaire et cetera. Ça ne marche pas ici, par exemple, au Royaume-Uni et on peut pas aller en direct aux gens. Voilà, il y aurait eu un gros choc culturel, en fait. Donc il faut vraiment faire attention, faire de la traduction, voilà, faire de la traduction littérale. C'est là où vous allez vous compliquer la tâche parce que ça ne marchera pas. Vous pourrez pas traduire de la même façon. Vous pourrez pas vendre votre café de la même manière au Royaume-Uni qu'en France. Déjà, on consomme pas le café de la même manière. Ici, au Royaume-Uni, c'est vraiment l'effet boost qu'on recherche. Si vous voulez l'effet réseau, Connexion sociale, ouais. oui, networking, pour encore faire un anglicisme, on va utiliser le thé. C'est le thé qui va prévaloir, alors qu'en France, c'est le café. Donc attention. Il y a un deuxième point aussi qu'on note, attention au délai dans le business. Ce qui va prendre 3 semaines en France pourra prendre 5 jours ici au Royaume-Uni. La vitesse l'effet de vitesse n'est pas la même et il faut connaître ce point parce que vous pouvez avoir des gens qui vont vous relancer, qui vont aussi être frustrés du délai que vous pouvez prendre, dans vos, réflexions commerciales ou dans les devis et cetera, ou dans les signatures de contrats et cetera, ou même dans la livraison, du service. Il peut y avoir un vrai point de friction, pour l'avoir connu, travailler dans une entreprise qui, pour le coup, avait le siège en France et opérait ici au Royaume-Uni, des managers qui se disaient: «Mais pourquoi ça prend autant de temps en France? Est-ce qu'ils sont feignants?» Et je disais: «Mais non, c'est juste, ça prend plus de temps, les gens prennent plus de temps. Il y a aussi des niveaux hiérarchiques qui sont différents, donc il faut respecter tout le monde et la manière de faire. De la même manière que, on va pas faire du business, de la même manière au Royaume-Uni ou en Allemagne. Donc il faut faire attention. Je dirais que c'est les deux points où vraiment, il faut faire, voilà, la différence de ton et cette différence de timing dans la vie, des entreprises. Oui, donc en fait, il faut avoir une bonne vélocité dans ses réponses et dans ses actions, lisser un peu son discours. Alors, pas forcément le fait de pas mettre d'aspérité, mais en tout cas pas y aller, en mode brutal, ne pas y aller en frontal parce que ça pourrait être justement préjudiciable pour une marque, pour les personnes et donc on parlait tout à l'heure de se mettre des bâtons dans les roues. Typiquement, c'est le genre de chose qui va te casser une énergie en plus au début. Tu as pas besoin de ce genre de réaction que tu vas avoir en face quand toi, tu es trop brutal et cetera. Si en plus tu parles avec des personnes et cetera, c'est quelque chose qui peut te refroidir assez vite. Donc c'est deux très bons éléments effectivement et à l'inverse, toujours quand on parle de nous autres bons Français qui allons, prendre notre petit baluchon à l'export, on a quand même quelques avantages, je pense. C'est quoi selon toi les opportunités? Histoire de contrebalancer un peu ces inconvénients. Alors, il y a quand même une forte expertise et un savoir-faire français, qui est important. Il y a beaucoup de domaines où en fait la France est reconnue pour son excellence, et pour son savoir-faire, notamment dans l'aéronautique, l'automobile, le luxe, l'agroalimentaire et la gastronomie en général. Vraiment, c'est des secteurs qui sont porteurs, et qu'on reconnaît vraiment l'expertise à la française. Et en général, les produits français vont être vus comme luxueux sur beaucoup, beaucoup de marchés à l'international. Donc c'est une vraie opportunité. Pour donner un exemple, de tous les jours, si on prend la marque Bonne Maman, tout le monde connaît la marque Bonne Maman, la marque de confiture et autres gourmandises, sucrées à tartiner. Les prix sont pas du tout les mêmes, en France ou au Royaume-Uni. Voilà, parce que c'est vu comme un produit premium. C'est un produit qui est importé, c'est un produit qui est premium. Du coup, voilà, il y a cette opportunité-là pour des marques de faire ça. Il y a aussi, les entreprises françaises sont vues comme, des entreprises qui investissent dans la recherche et l'innovation et ça leur permet de rester, plutôt compétitifs sur les marchés, à l'étranger. Et pour revenir sur les marques, on a quand même des marques qui sont très fortes en France, notamment, si on prend du côté du luxe, voilà, tout le monde connaît la maison Chanel, Dior, le groupe LVMH et cetera. Le français est associé à la qualité.
c'est vraiment des avantages sur la scène internationale. Ouais, c'est vrai que dès que tu as une marque et que tu mets en dessous de son logo, Paris in that, tout de suite, ça pose un style à l'international, ça paraît E luxueux, exactement. même si c'est une marque, random finalement. Bah, tout de suite, Oui, ça donne cette image-là. j'ai étudié aux États-Unis, il y a quelques années et Levi's en France, c'est quand même une marque, on va dire, milieu de gamme. Enfin, c'est pas du premier prix non plus et ça reflète la qualité et cetera, les gens aiment bien un bon jean Levi's, ça dure dans la durée et cetera. C'est un bon style, connaît l'image de marque. Aux États-Unis, quand j'y étudiais, on trouvait ça dans les enseignes, de déstockage et à des prix, pour nous Français, exceptionnels, hein, finalement donc voilà, la perception de la marque aussi est un enjeu et quand on parle de perception de marque française, voilà, c'est plutôt vu comme plus haut de gamme que ce que ça l'est sur le marché français et ça, c'est un vrai plus. Ouais, c'est assez, déterminant aussi comment les marques choisissent de se placer sur un pays. Tu as toutes les mécaniques, on l'a évoqué en filigrane, mais tout ce qui est push et pull, est-ce que je m'adapte sur un marché ou est-ce que je vais avoir un positionnement différent sur le marché, si j'amène mes propres éléments? Là, dans ton exemple de Levi's, on voit que clairement la marque, elle se positionne aussi différemment versus, l'exemple de Bonne Maman, limite, c'est un exemple de double positionnement aussi, comme tu disais. Où là, à l'inverse, c'est en France, ça va être qualitatif, mais pas non plus onéreux. Et à l'inverse, au UK, ça va être plus premium. Et donc, tu as cette notion de luxe qui ressort et qui doit du coup être transcrite aussi en prix. Parce que je Oui suppose qu'ils ne pourraient pas tenir ce positionnement-là s'ils avaient des prix français. Ça serait beaucoup plus commoditisé, on va dire. Comme c'est le cas en France, finalement, ça reste une marque qui n'est pas une marque de distributeur, etc. Mais c'est beaucoup plus commun à notre niveau que dans d'autres pays. Donc c'est assez intéressant cette logique de positionnement. On rejoint aussi toutes les stratégies de marque finalement. C'est important de réfléchir à sa stratégie de marque sur un pays, mais et du coup, ça va jouer sur tous les aspects. On disait que c'est pas que du marketing. C'est-à-dire que si on a un positionnement plutôt premium, il va falloir que la logistique suive. Vous pouvez pas avoir, des packaging qui vont arriver complètement, déformés, déchirés, si vous êtes sur un positionnement plus premium que sur votre marché, par exemple, où un packaging, déformé, c'est jamais, une bonne chose. Mais si vous êtes sur plutôt un positionnement, bas prix, du coup, les gens vont plus s'excuser que si vous avez un prix premium. ouais, forcément. Et c'est là que tu vois que c'est vraiment un projet 360. C'est un peu galvaudé comme notion, mais il faut penser à tout. Il faut être hyper vigilant, il faut être déterminé à y aller parce que pour le coup, on voit que un projet 360, c'est beaucoup d'énergie à tous les niveaux. C'est pas juste du marketing, c'est pas juste de la logistique, c'est pas juste du service client. Il y a vraiment plein d'impacts. On parlait à nouveau de la marque. Il y a la notion aussi de bah, tout simplement, comment tu gères tes appros dans le pays, si tu stockes sur place aussi. C'est d'autres pans de la logistique finalement. Tu as la reverse, etc. Plein de pans qu'on n'a pas soulevés ici, parce que c'est pas le propos. L'idée c'est principale, en tout cas, à mon avis, s'il faut repartir avec quelque chose, c'est de se dire, mince, c'est un projet avec un grand P, comme je le disais au début. Et il faut s'entourer, si je résume ce que tu disais. Est-ce qu'il y a aussi des astuces qu'on n'aurait pas évoquées et que tu voudrais glisser pour aller tout doucement vers une conclusion d'épisode? Je vais revenir à la préparation, en fait. Avant de se penser même, au processus de préparation, c'est quel processus on met en place? Comment on va s'organiser en interne pour faire d'abord l'étude du projet et ensuite quand on aura décidé d'y aller, comment on va vraiment, faire que ça marche et mettre toutes les cartes de notre côté? Pour ça, j'ai créé un framework, en fait, que j'utilise et j'ai utilisé un mot, qu'on peut retrouver en français, mais hem, c'est accelerate, parce que c'est en 8 étapes et donc on va analyser le marché, on va, clarifier les objectifs globaux, internationaux, en termes de marque, comment tout va s'aligner. Déjà, on va connaître sa cible sur le marché où on veut aller. On va aussi étudier les stratégies d'entrée. Donc, quels sont les partenaires? Sur qui on va s'appuyer? Que ça soit partenaires, on va dire, distributeurs ou les organisations, que j'ai évoquées tout à l'heure. Aussi, est-ce qu'il y a des clients bêta-testeurs? C'est ça aussi, un astuce, c'est utiliser des bêta-testeurs. Comment on les identifie ces bêta-testeurs? Soit, on utilise les réseaux sociaux et on va chercher dans la cible qui pourrait correspondre à
une espèce de groupe qui pourrait correspondre à la cible. On peut avoir aussi, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui vont être dans la cible, mais qui font partie de la diaspora. On va dire, par exemple, des Britanniques en France ou des Français, ici au Royaume-Uni, par exemple, ou aux États-Unis ou, en Australie, Nouvelle-Zélande et cetera. Donc c'est des pays qui sont, plutôt favorisés pour des entreprises, françaises. On va aussi faire attention à notre marketing. On va localiser. Ce que j'appelle localiser, c'est vraiment adapter, finalement, le marketing et c'est ensuite on va évaluer le budget. Quel budget est nécessaire? Quel budget on peut vraiment mettre? Et un petite astuce sur le budget, c'est de toujours garder une part de budget pour les tests. C'est-à-dire qu'on va garder et ça c'est quelque chose en marketing aussi que je recommanderais, mais c'est toujours garder un part de budget où on est OK de prendre des risques avec. On peut pas prendre des risques sur 100 du budget, mais si on prend des risques sur 10 du budget, bon, et voilà, est-ce qu'on peut faire ça? Et c'est évaluer les risques. Donc, il va y avoir les risques, on en parlait, de réglementation, mais aussi les risques, on va dire, de société, géographiques et cetera. Donc, évaluer tous les risques, comme ça on sait où on met les pieds. Et ensuite ça va être simple, ça va être comme tout dans tout marché, même le marché interne, il va falloir exécuter, tester, surveiller et réadapter. Ça paraît beaucoup plus facile quand tu le dis comme ça, même s'il y a 8 étapes. J'imagine. C'est pas si difficile, c'est juste rigoureux et il faut, de la résilience et on disait de la patience. Et c'est beaucoup plus simple, à mon avis, quand tu as ta feuille de route qui est toute tracée, plutôt que si tu te poses la question à chaque intersection, est-ce que je vais à gauche, à droite ou tout droit? C'est pas du Voilà. tout la même limonade que si tu sais, ok, là c'est à droite, ensuite c'est dans 300 mètres à gauche, etc. C'est pas du tout le même type de projet à vivre, à mon avis. Et donc on n'a pas et du coup quand on a une feuille de route qui est claire, on a aussi des équipes qui savent où aller et on a des équipes aussi qui vont pas être frustrées. Ils vont savoir où aller plutôt que d'être perdus. Et je rebondis juste sur ce que tu disais sur les enveloppes de budget test. C'est très vrai sur un marché national, enfin, sur un marché primaire aussi. Il faut jamais s'arrêter de tester. C'est un peu la recherche et développement nécessaire à un bon marketing, à mon avis. C'est quand tu arrêtes de tester, tu t'encroutes, tu finis par péricliter et tu laisses de l'avance à tes concurrents qui, eux, ont pris le pas d'aller tester. Un danger à pas négliger, en tout cas. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Leslie. C'était un épisode hyper dense. Moi, j'adore l'international, donc c'était un vrai plaisir de parler de ça avec toi. Si on veut te retrouver et muscler un peu ses compétences sur cette partie internationale, où est-ce qu'on peut te retrouver tes contenus et tes bonnes idées? Alors, j'ai envie de dire la plateforme, la numéro un, c'est LinkedIn, où je publie, régulièrement des astuces ou mes expériences, avec, des marques et des entreprises et aussi tous mes conseils et n'hésitez pas à me contacter. J'ai aussi un calendrier qui vous permet de prendre, un petit créneau avec moi de 30 minutes pour évaluer les besoins, tout simplement, discuter, aussi de votre stratégie et quels peuvent être les points de blocage. Alors, est-ce qu'il faut se connecter à la visio avec un thé ou c'est pas obligatoire? Non, ça sera avec un café. Je reste très Peut-être dans française. le sens. Mon activité s'appelle French Coffee Marketing, parce que, déjà le café et déjà parce que, c'est la motivation dans une tasse. Mes actions marketing sont toujours un peu plus dynamisées par un peu plus de café et deuxièmement, et troisièmement, on retrouve l'effet, réseau. J'adore échanger, j'adore écouter des histoires d'internationalisation et de projets, des entreprises. Ça serait un plaisir d'échanger avec tout le monde. Merci en tout cas de m'avoir invité, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Bah écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir eu dans l'épisode. On mettra le lien notamment vers ton profil LinkedIn en description de l'épisode et on te retrouve très vite pour suivre tes contenus. Moi j'adore lire ça sur LinkedIn. Merci beaucoup Leslie, à très bientôt. Merci à toi Maxence, merci. Et donc tu l'auras bien compris, avant d'exporter ta marque, l'important c'est d'avoir une bonne stratégie de communication et d'être au clair sur ce que tu veux expliquer à tes clients. Et pour ça, je t'invite à regarder les épisodes précédents qu'on a pu faire avec Mehdi Fake News ou Alexandre Leblanc. Les liens sont sur la chaîne Make Sense, tu peux les retrouver sur ta plateforme de podcast préférée. Si cet épisode t'a plu, évidemment tu peux nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça nous aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité et à vous le distribuer gratuitement sur les réseaux. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de Make Sense, le podcast.